Bonjour, bienvenue dans ce 6e module de la formation de vidéo à destination des églises. Aujourd'hui, on va voir les autres formats. On a parlé dans les vidéos précédentes de la technique, on a parlé de comment filmer une prédication, voir comment faire un face cam, face caméra. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a plein d'autres moyens d'expression vidéo et on va voir quelques indications pour comment les réaliser proprement. Si vous souhaitez, j'ai mis dans la description de la vidéo une carte heuristique ou carte mentale qui donne le plan d'ensemble de la vidéo d'aujourd'hui. Je sais que pour certains, ça facilite la mémorisation, donc n'hésitez pas à télécharger cette carte. Et si vous débarquez avec cette vidéo sur la formation, il y a une playlist complète avec les vidéos précédentes si vous voulez voir ça depuis le début. Donc ça apparaît quelque part par là. Et il y a aussi le lien dans la description. On va commencer par parler des formats verticaux et des formats courts avec les shorts YouTube et le format TikTok, donc qui est une autre plateforme que vous connaissez sans doute, hein, si vous avez des enfants, des adolescents, peut-être qu'ils sont toute leur journée à perdre leur temps là-dessus. Mais voilà, il se trouve que c'est des espaces qui méritent d'être, je vais pas dire colonisés, mais qui méritent d'être investis avec du contenu qui peut être édifiant, et c'est le cas de certains TikTokers, on dit TikTokers chrétiens, qui proposent du contenu sur cette plateforme. On va commencer par les shorts YouTube, ensuite on parlera de TikTok. Et les shorts, alors là la remarque est valable aussi bien pour les shorts YouTube que TikTok, c'est souvent du format vertical. Pour TikTok, je sais qu'on peut mettre de l'horizontal, mais c'est pas vraiment adapté. C'est tout simplement la consommation rapide. C'est donc des vidéos très courtes, et les shorts, c'est 1 minute en format vertical. Et en fait, ça s'adapte à l'immédiateté d'une personne qui a envie de consommer du contenu rapidement. Pourquoi? Parce que une vidéo verticale, c'est tout simplement la manière naturelle quand on prend son téléphone, on scrolle, enfin on fait défiler les vidéos et on regarde ça sur son écran sans prendre la peine de le tourner pour voir une vidéo peut-être un peu plus travaillée, horizontale. Voilà. Donc c'est des formats qui jouent sur l'immédiateté et qui jouent sur l'aspect percutant du message. Ce qu'on a vu précédemment sur le face caméra reste valable dans le module précédent. Cependant, il faut bien entendu se filmer à la verticale. Et là, c'est pas vraiment de la technique vidéo, on rentre plus dans l'écriture, mais c'est être très percutant sur votre script. Quand on parle des shorts YouTube notamment, c'est 1 minute, et 1 minute c'est très court. Il faut donc avoir une bonne articulation, sans non plus se dénaturer, hein, pas la peine de jouer à Squeezie ou à Cyprien ou à quelqu'un que vous n'êtes pas, je veux dire. Mais il faut quand même bien articuler, et une vidéo qui dure 1 minute, l'accroche doit être nette dans les 5 ou 10 premières secondes. Dans les 5 ou 10 premières secondes, la personne qui regarde votre shorts doit savoir de quoi ça va parler pour lui donner envie de le regarder jusqu'au bout, sinon elle va tout simplement balayer l'écran et passer au suivant. Il faut essayer un peu de veiller au cadre. Je sais que c'est des vidéos qui se consomment rapidement, mais parfois il y a quand même des déséquilibres dans l'image, et notamment avec les formats verticaux, il y a parfois trop d'espace laissé au-dessus, comme ça, on a du mal à gérer. Non, faut pas hésiter à prendre vraiment, se filmer quand même relativement d'assez près, on verra un exemple tout à l'heure, hein, et à filmer son buste sans laisser trop d'espace mort. Je reconnais ne pas être un expert sur ces formats courts, que ce soit les shorts ou les TikTok, mais j'ai quand même fait quelques essais dont certains ont été concluants en termes de vues, et ensuite pour apporter du trafic à ma propre chaîne. Là, je vous laisse tout simplement un exemple avec un short que j'avais fait sur les NDE, c'est les expériences de mort imminente. Donc en 1 minute, voilà le short que vous allez voir maintenant. Certaines personnes pensent savoir ce qu'il y a au-delà de la vie, près de la mort, avec les expériences de mort imminente, les EMI. Alors, qu'en est-il? Est-ce que vraiment avec une EMI, on peut se rendre compte de ce qu'il y a de l'autre côté? Et surtout, quelle est la position biblique, éventuellement, par rapport à de telles expériences? Si cette question vous intéresse, et d'autres questions aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne In Principio. On parle, entre autres, de ce genre de problème. Je vous dis à bientôt dans ces vidéos, ou sinon, passez une très bonne journée. Ciao. Évidemment, pour la vidéo que vous regardez actuellement, c'est une vidéo tournée horizontale. Donc le short, vous l'avez vu avec des bandes noires, ce qui est normal. Le short en lui-même, dont je vous laisse le lien d'ailleurs ici, si vous voulez le voir dans son format original, et fait pour être consommé avec le téléphone tenu à la verticale. Bon, ça
pouvait pas être évident, mais je le précise quand même. On va passer au deuxième format, donc un peu son cousin, c'est les TikTok. Enfin, son cousin, même son frère aîné, parce que la mode de ces formats très courts est partie de là. Donc, c'est un peu pareil que les shorts, mais c'est un peu plus long. Je crois que les TikTok, on peut les faire plusieurs minutes. Il y a des possibilités aussi de faire des lives. Enfin, on va pas aborder ça aujourd'hui, mais voilà. Donc, c'est un avantage. Le réseau a déjà un avantage. C'est que, là aussi, on déborde un peu sur un autre thème de la technique à proprement parler, mais c'est l'audience. C'est que YouTube... Au début, faut y aller, faut creuser. Hein. Ma propre chaîne In Principio, ça a mis du temps. Aujourd'hui, et je remercie, il y a 2600 abonnés, mais qui ne sont pas intéressés par toutes les vidéos que je fais. Les vidéos là que je fais de formation, notamment n'intéressent personne. Elles font entre 100 et 10 ou 20 vues, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même dur de faire une audience sur YouTube. Il faut du temps. J'ai 3 autres chaînes, hein, qui arrive petit à petit à dépasser la centaine d'abonnés, et même ma chaîne photo qui en a bientôt 1500, mais ça prend du temps. TikTok a une récompense en termes de retour d'audience assez immédiate. Très rapidement, vos TikTok, bon, pour peu que vous les fassiez pas complètement avec les pieds, mais vont très rapidement faire 100, 200 et dépasser le millier de vues. Sur TikTok, en quelques semaines, ça vient, il y a des vidéos qui font tout de suite 3000 ou 4000 vues, donc quelque part, ça récompense un peu l'effort mis à faire des vidéos. J'ai remarqué que le contenu TikTok, j'ai vu ça en observant certains collègues, est souvent consommé au travail sans le son. Du coup, c'est pour ça que vous voyez souvent un doublage en fait de ce que dit la personne avec du texte. Sur les propres TikTok que j'avais fait moi, je ne l'avais pas fait, voilà, il y avait juste ma voix, j'étais filmé face caméra, voilà, avec un son propre et tout, avec un fond musical, mais j'avais pas doublé, donc j'avais pas optimisé à ce niveau-là, mais si vous voulez l'optimiser, il est recommandé, du moins c'est ce que j'observe en tendance chez les personnes qui réussissent vraiment sur TikTok, il faut doubler votre parole avec des sous-titres, tout simplement parce que les gens les consomment parfois au travail, et donc évidemment ne peuvent pas mettre le son ou des écouteurs de manière visible. Du coup, ils voient la personne, ils lisent, et apparemment ça leur suffit. Bien entendu, on peut dynamiser tout ça, comme je disais, c'est ce que j'ai fait moi-même avec un fond musical, très doux, mais qui apporte quand même une dynamique à l'ensemble, et évidemment un montage qui est assez dynamique. On verra ça quand on fera le montage, hein. On peut couper à différents endroits en laissant un peu de blanc ou pas, en laissant les donc alors ça, les donc faut éviter de les faire déjà quand on parle. À titre personnel, j'en fais quelques-uns. On peut évidemment les couper, mais on peut aussi en laisser quelques-uns pour avoir un propos assez naturel. Là aussi, je constate sur TikTok et sur les formats shorts qu'on les coupe vraiment quasiment tous avec ce qu'on appelle des jump cuts, c'est-à-dire des montages qui passent tout d'une courte séquence de 10 secondes à une autre courte séquence de 10 secondes. À titre personnel, je ne trouve pas ça très esthétique. Pour la petite histoire, c'est pas une invention, ce jump cut de couper comme ça, de saucissonner, c'est pas une invention moderne faite par les teenagers au XXIe siècle. Hein. Dans le film À bout de souffle, il y a une scène, un face caméra entre Belmondo et je sais plus qui, donc c'est un film de Godard qui date de 60 ou 61, où il y a déjà des jump cuts, quoi. D'ailleurs, bon, les premiers films de Jean-Luc Godard, si vous aimez l'image, que ce soit Le Mépris, Pierrot le Fou, À bout de souffle, regardez-les parce qu'il y a énormément d'inventivité. Godard est un des plus grands théoriciens du cinéma au sens global, aussi bien pour la prise de vue que pour l'adaptation d'un scénario, que pour le montage. Godard était aussi monteur de ses propres œuvres. Bref, le jump cut, en fait, c'est quelque chose de vieux, enfin, pas comme le cinéma, mais au moins comme la nouvelle vague française du cinéma. Après les shorts YouTube, le TikTok, on aborde un troisième genre vidéo, qui est assez efficace. Personnellement, j'en ai pas encore fait, mais je trouve que ça peut être très pertinent, c'est les présentations animées vocales. Je reconnais qu'on n'est pas directement dans la vidéo, mais bon, techniquement, c'est un format, à la finale, ça donne un format vidéo, et en fait, il faut quand même assez bien maîtriser les fonds. Vous savez, vous entendez une personne parler, et vous voyez défiler, alors j'allais dire un PowerPoint, mais pas qu'un PowerPoint, c'est une présentation animée,
plus ou moins bien animé, qui évoque un sujet. Je trouve que ça permet de bien fixer quelque chose quand on parle de formation. Bon, il se trouve que moi-même, ce n'est pas un format que j'ai retenu pour ma propre formation vidéo, je me suis juste filmé face caméra, et c'est aussi parce que j'ai pas forcément d'appétence avec le graphisme. Mais si vous avez la chance de bien maîtriser Canva, c'est un logiciel en ligne où on peut faire des animations. Moi, je m'en sers uniquement pour les vidéos YouTube, mais on peut aller bien au-delà et faire des présentations. Au mieux, si vous connaissez une personne capable de vous faire de beaux graphismes, eh ben, ça peut être pas mal de faire des vidéos sur ce thème qui permettent, je trouve, de bien mémoriser une donnée avec un audio et en voyant s'afficher les choses. Pour un exemple que j'ai trouvé très bon, c'est une vidéo sur la défense du Sola Scriptura de la chaîne Par la Foi. Donc je vous laisse le lien dans la vidéo et vous pourrez voir ce que peut apporter vraiment une présentation dynamique avec une voix claire. On va essayer d'aller rapidement sur le 4e format dont je vais vous parler, c'est le format sur fond vert. Alors, c'est pas un format particulier, ça reste du face caméra, mais avec un fond vert qui permet de faire des incrustations derrière soi. Donc ça permet d'incruster du texte ou des images ou un peu ce que vous voulez. Pour réussir un bon fond vert, il y a plusieurs conditions. Tout d'abord, il faut un fond vert. Et il ne faut pas s'habiller en vert, sinon on va être soi-même détouré, et on va soi-même disparaître de l'image avec une tête qui flotte. Donc évidemment, si vous faites du fond vert, ne vous habillez pas en vert. Parfois c'est du fond bleu, donc dans ce cas-là, c'est en bleu qu'il ne faut pas s'habiller. Pour que le détourage soit précis et ne fasse pas trop amateur, bien qu'on n'aura jamais la qualité d'un fond vert de chaîne, par exemple, d'information continue. Par exemple, vous regardez BFM, CNews, tout ça, c'est tourné sur fond vert, en fait. Vous regardez le studio, en fait, il est assez petit et derrière eux, il y a des fonds qui sont verts ou bleus. Mais donc, pour que ce soit propre à notre niveau, il faut tout simplement en revenir au module sur la lumière qu'on a vu et aux bases techniques, il faut être bien éclairé. Un sujet bien éclairé, c'est un sujet qui est ensuite, au montage, facilement détouré. Et ensuite, parce que c'est pas toujours parfait, parfois on voit des choses autour de la tête, tout ça, on peut affiner au montage en détourant parfaitement avec des outils très simples dès les logiciels gratuits comme iMovie par exemple, qui permet de très bien détourer une personne sur fond vert. L'avantage, c'est qu'on peut mettre une image d'illustration et certaines choses avec de l'illustration et du commentaire. Par exemple, ce que vous voyez là, c'est une vidéo que j'avais réalisée sur la stèle de Meremta, où voilà, je suis parfois avec un fond qui représente une image, parfois avec une image avec un commentaire et une légende. Bref, ça permet un peu d'unir les deux mondes que sont ce qu'on a vu précédemment, à savoir la présentation animée et la vidéo face caméra. C'est uniquement une initiation ici au fond vert, je prétends pas tout donner, mais je donne plus d'informations dans un making-of que j'avais réalisé sur un épisode de In Principio. Donc In Principio, je me tournais sur fond vert, et en fait c'est noir derrière moi, mais c'est fait avec du fond vert. Tout simplement, je me tourne sur fond vert, et j'incruste une image complètement noire. Et donc, pour préparer proprement un fond vert et avec le matériel en plus du fond vert, j'en parle dans un making-of que je vous laisse dans la description et dans les fiches de la vidéo si vous êtes intéressé. On aborde maintenant un 5e autre format, c'est peut-être le format techniquement le plus compliqué, qui met en œuvre le plus de matériel, parce que là, il ne faut pas une, mais 2 caméras, c'est l'interview. Alors, l'interview, c'est pas évident, voilà. C'est pas évident parce que, comme je dis, il y a du matériel en plus, faut gérer quelqu'un d'autre que soi-même. Toujours est-il qu'il y a une première règle fondamentale à respecter en interview, c'est la règle des 180 degrés. Une interview, c'est jamais que... alors le terme qu'on emploie plus que les gens qui font du cinéma emploient plus, c'est champ contre champ. En fait, c'est un champ contre champ. Et une règle, en fait, c'est vous imaginez une ligne horizontale entre les deux personnes, donc l'intervieweur et l'interviewé. Il faut que les caméras n'aient pas un angle supérieur à 180 degrés, à savoir qu'elles soient placées du même côté de cette ligne. C'est ce qu'on appelle la règle des 180 degrés, c'est un fondamental, aussi bien en cinéma que pour réaliser une interview. Si vous ne respectez pas ça, ça semblera complètement
pas naturel dans l'interview ou dans la fiction. Alors ici on n'aborde pas la fiction qui est beaucoup plus compliqué quand on fait de la vidéo, parce que là faut pas voir les micros, faut rien voir, et c'est complexe hein, la fiction. Mais voilà, respectez ça. Alors évidemment certains cinéastes et grands cinéastes s'en sont affranchis, par exemple c'est un des grands plaisirs de Tarantino de s'affranchir de cette règle, mais déjà il le fait pas tout le temps. Et voilà, il le fait avec, je dirais, avec un talent qui est le sien. N'allez pas réaliser une première interview, vous, en vous affranchissant de cette règle. Voilà, donc, le premier chose fondamentale, la règle des 180 degrés, une droite imaginaire entre les deux personnes, l'interviewé et l'intervieweur, les deux caméras doivent être du même côté de cette ligne. C'est fondamental. L'idéal pour avoir une valeur de plan à peu près égale entre l'interviewé et l'intervieweur, c'est d'avoir deux caméras identiques, évidemment. Dans ce cas-là, il faut tout simplement faire fonctionner les deux caméras. Il y a la prise de son qui peut être prise en ambiance, et il faut faire un clap. Le clap sera visible aussi bien sur la piste son que sur la piste des deux caméras, permettra de synchroniser le tout, et vous n'aurez aucun problème. Cependant, on a difficilement la possibilité d'avoir deux caméras de qualité égale. Ma caméra principale, donc c'est mon appareil réflexe, qui filme vraiment avec une très bonne... Alors, il fait que du Full HD en résolution, mais la qualité, le grain d'image est excellent, surtout que je pourrais en faire des beaux flous d'arrière-plan, mais j'en en ai qu'un appareil. Du coup, vous pouvez filmer le champ et le contre-champ avec un appareil différent. C'est ce que j'ai fait sur l'interview là que vous voyez. Donc c'était une interview de Jean-Fred Berger par Julien Coffinet. Donc c'était au temps de Vous êtes le Temple, hein, quand on faisait des cultes pendant le Covid, et c'était des cultes qui étaient diffusés en première YouTube. Et là en fait, Jean-Fred, qui est l'interviewé, est filmé lui avec le réflexe, et Julien, qui est l'intervieweur, est filmé, lui, avec le téléphone portable. Mais du coup, j'ai pas essayé de faire la même valeur de plan entre Julien et Jean-Fred, parce que ça aurait été bizarre, on aurait trop vu que c'était pas le même grain d'image. Du coup, j'ai assumé la dissymétrie avec un plan que j'ai, voilà, un plan un peu taille amélioré sur Jean-Fred Berger, avec juste le contre-champ qui est visible quand même avec le dos de la tête de Julien, et le plan sur Julien est un plan un peu plus large, où on voit de manière un peu plus large l'invité aussi. Voilà, ça permet d'avoir une dissymétrie assumée et de s'en sortir avec deux appareils qui ne sont pas équivalents. On va voir maintenant le documentaire. Et en fait, le documentaire, il n'y a pas grand-chose à dire dans la mesure où c'est un peu tout, un documentaire mêle un peu de tout de ce qu'on a vu, quoi. Dans un documentaire, il y a de l'interview, il y a des plans pris sur le vif, voilà, il y a un peu de tout, il y a des choses un peu type vlog, voilà. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que on peut très bien s'en sortir et faire des beaux plans au smartphone. Il y a quand même plusieurs conditions. C'est qu'il faut bien travailler son cadre, bien être attentif à la lumière. C'est ce qu'on a essayé de faire dans le documentaire Une église dans la ville, avec voilà, un cadre qui est réussi, les choses prises quand il y a une lumière qui est quand même agréable. Et il faut aussi pas hésiter à travailler, ça c'est surtout sur la température de couleur qu'on peut ensuite retravailler dans le logiciel de montage. On verra ça sur le dernier module sur le montage, mais on peut vraiment obtenir une belle image avec un téléphone. Et s'il y a des mouvements de caméra, il faut vraiment là faire attention à pas aller trop vite. Vous voyez parfois les vidéos prises sur le vif sont filmées avec des caméras qui tremblent. Non, il faut vraiment stabiliser la caméra avec un setup qui peut être, comme on a vu dans le matériel, un laquage, votre téléphone et un petit trépied pour le stabiliser, faire un peu de poids, et un mouvement de caméra, par exemple, si on veut faire un panoramique. Un mouvement comme ça s'appelle un panoramique. Un mouvement comme ça s'appelle un tilt. Voilà, c'est pour la culture générale vidéo. Un mouvement, c'est ça. Voilà. Imaginez que je tiens la cage, voilà. Ça, c'est un mouvement. Or, au début, on a plutôt tendance à faire des mouvements de caméra comme ça. C'est naturel, on veut montrer, mais ça, c'est trop rapide. Ça, voilà, c'est un mouvement trop rapide. Il faut vraiment être comme ça, voilà, lentement. Après,
évidemment, vous allez un peu trembler, nécessairement, vous tremblez un peu, il y a des anti-vibrations, il y a de la réduction de vibrations dans les logiciels de montage. Et de toute façon, oui, le documentaire n'aura pas la qualité technique d'un Formula One qu'on voit sur Netflix. Formula One, donc, bon, je suis passionné de Formule 1, et pour moi, c'est vraiment au top du top de la qualité du documentaire. Je m'en inspire même, pour ce côté qui mêle, je m'en suis inspiré, hein, pour Une église dans la ville, de ce côté qui mêle l'interview, avec de la musique prenante, avec des choses prises sur le vif. Mais en termes de réalisation technique, bah, y a des moyens que je n'ai pas, quoi. C'est des grosses caméras, voilà, il y a une équipe de je sais pas combien de personnes, là, voilà, il n'y avait pas les mêmes moyens sur une église dans la ville. Cependant, on peut quand même s'en inspirer. Je le rappelle souvent, mais si vous voulez voir donc Une église dans la ville, le documentaire, je vous laisse le lien, ça va s'afficher quelque part par là, et vous trouvez ça aussi dans les liens de la vidéo, en description. J'ai hésité à faire ce 7e point, on va aborder le vlog. J'ai hésité parce que c'est quelque chose de plus personnel, a priori. C'est vrai, faire un vlog, donc ça vient de... c'est un blog, vous savez, c'est un site comme un journal intime, personnel, mais qu'on rend public. Un vlog, vous remplacez le B par V, donc c'est un vlog, c'est un blog vidéo quelque part, qui est quelque chose de plus personnel, mais... après tout, pourquoi pas, il peut peut-être y avoir des idées de vlogs collectifs, on voit certains faire des weekly vlogs, c'est-à-dire toutes les semaines, ils font un vlog des activités, de leur activité, on peut imaginer ça, du coup, alors, je sais pas si ça existe déjà, là, je rentre sur un terrain à défricher, je sais pas si une église a déjà fait ça, mais ça peut être pas mal, c'est pour ça que j'ai voulu vous parler un peu de vlog. C'est un reportage, en fait, un vlog, c'est un reportage, sauf que c'est fait, entre guillemets, avec les moyens du bord, et adapté plutôt à une diffusion, non pas télévisuelle, mais plus sur les réseaux, genre YouTube. Un des papes du vlog, un des papes mondiaux dont les vidéos font toujours plus d'1 million de vues, c'est Casey Neistat. Donc il fait beaucoup de vlogs, notamment sur la ville de New York. Alors, il y a deux choses. Oui, on peut s'inspirer de ce qu'il fait pour le vlog. En revanche, faut pas non plus complexer, parce que Casey Neistat, il a presque poussé le vlog au rang, enfin, je dirais pas d'art, mais presque, quoi. C'est très travaillé, il l'a poussé à un niveau, c'est pas juste le mec qui se filme face caméra, voilà. Du coup, je pense qu'on peut s'en inspirer. Toutefois, faut pas non plus complexer, parce que vos premiers vlogs, si vous choisissez de faire du vlog, ne seront pas à ce niveau. Voilà, il y a toute une écriture aussi. En fait, un vlog n'est pas si spontané que ça. On tourne beaucoup de choses et on ne montre pas tout. Je vais vous montrer en exemple là, les vlogs que je fais moi-même, notamment j'en ai fait lors de 2 synodes, je crois, où j'ai fait des vlogs. J'avais plein de rush, mais après, il faut faire une sélection. Donc la sélection se fait aussi au montage. Mais c'est quand même bien, tant qu'on ne complexe pas, hein, que ça ne donne pas de complexe, de voir ce qui se fait un peu de mieux. Et ce qui se fait de mieux, ou en tout cas, un de ceux qui se fait de mieux, c'est ce vlogueur, Casey Neistat, voilà. Donc vous trouverez aisément sa chaîne, hein. De toute façon, il a des millions d'abonnés, c'est un des plus gros youtubeurs mondiaux. Évidemment, on est souvent en déplacement quand on fait du vlog, donc il faut vraiment optimiser le setup. Sinon, c'est plus du vlog, quoi. C'est de la vidéo, et vous perdez en mobilité. Perso, vraiment, il y a ce qu'on a vu, je vous renvoie au module sur le matériel. Il y a tout simplement la cage, hein, un petit trépied, pour quand même faire du poids quand je prends des prises de vue mobiles, ou le poser quelque part quand je fais autre chose. Un micro lavalier, c'est-à-dire un micro comme j'ai là, un micro cravate, et un micro d'ambiance. Voilà. Et votre téléphone, et c'est tout, point barre. Ça tient limite dans des grosses poches, mais comme ça, vous êtes parfaitement mobile. Un des points que j'ai découvert en faisant ces vlogs, c'est qu'il faut vraiment être astucieux et dégourdi, vraiment dégourdi pour s'adapter. Bah, comme on n'a pas de quoi faire un champ contre champ, l'interview, on la prend un peu sur le vif. C'est ce que vous pouvez voir notamment là avec... c'est encore Jean-Fred Berger, donc l'interview qu'on avait faite. Voilà, donc là c'est l'extrait donc avec le pasteur Gilles Boucaumont. Voilà, ça avait été pris sur le vif, on est tous les deux du même côté du téléphone, avec le micro d'ambiance, le téléphone dans la cage sur le petit trépied sur une table, et ça le fait, quoi. Voilà. Tout simplement, j'ai demandé aux personnes si elles étaient d'accord pour intervenir, elles nous ont dit OK.
On a un peu regardé les endroits qui étaient bons, où la lumière était pas trop dégueulasse, et on s'est posé là. Voilà. Faut être inventif, débrouillard, et avoir un propos. Bon, mais ça, on est plus sur la technique, donc le propos, je vous le laisse, c'est à votre charge. Et voilà, vous ferez des vlogs réussis. Si vous êtes curieux, je vous laisse là dans les fiches et aussi dans la description un lien vers justement ce vlog que j'avais filmé au Synode. Voilà, c'était l'avant-dernier module, donc sur cette formation à la vidéo à destination des églises. Dans la prochaine vidéo qui va s'afficher là, quand elle sera tournée, on va parler du montage. Ce sera le dernier module de cette formation. Écoutez, je vous dis donc rendez-vous dans cette vidéo si elle est déjà tournée, ou sinon rendez-vous dans une autre, et d'ici là, soyez abondamment bénis. Ciao.